La santé, notre bien le plus précieux, n'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité, mais réside aussi en ce que c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. C'est la définition donnée d'ailleurs par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1946. Question de santé sur la table des juges du tribunal de l'actualité aujourd'hui, et précisément la qualité des prestations dans les centres de santé publique de Ouagadougou, jugé par l'Observatoire d'analyse des problématiques éducationnelles et sociales OPES. Wendbe Yves Ouedraogo est chargé d'études dans cet observatoire et il est à la barre des convoqués du tribunal de l'actualité aujourd'hui pour nous parler des tenants et des aboutissants de l'étude que vient de mener cette structure sur la question. Bonjour Monsieur Ouattara, merci d'honorer notre convocation. Deux juges siègent à cette troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Bonjour juge Ofava. Bonjour président Tomondi, bonjour juge Ouedraogo, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Président, bonjour, juge Va, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue une fois de plus pour cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité et qui démarre qui démarre à présent avec les avant-propos des juges. C'est la séquence avant-propos des juges qui commence avec Inoussa Ouedraogo. Merci président. Je veux m'intéresser à la visite du Premier ministre M. Apollinaire Kirem de Tambela en Russie. On a vu hier une vidéo circuler dans les différents groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux, qui indiquait un peu une interview que le Premier ministre a accordée à un confrère quand il était là-bas, disons à une consoeur. On apprend beaucoup de choses, notamment sur la visite de notre Premier ministre donc, en Russie. C'est une bonne chose, mais en même temps, ça pose un problème que nous avons toujours dénoncé depuis un certain temps. C'est le fait que nos autorités sont enclins à s'adresser aux Burkinabés à travers des médias internationaux. À plusieurs reprises, on a dénoncé ce fait-là. Il y a des médias au Burkina, des médias des services publics, des médias privés, et nous préférons que nos autorités, quand elles veulent s'adresser aux Burkinabés, que la primeur de l'information soit donnée d'abord à ces médias-là. Il n'est pas intéressant que ce soit à travers les médias internationaux, les canaux des médias internationaux, que les Burkinabés sont informés sur un certain nombre de faits. Et donc je voudrais ici encore une fois de plus interpeller nos autorités sur la nécessité de revoir cette problématique-là, mais aussi et surtout de doter les moyens nécessaires à nos entreprises de presse, aussi bien publiques que privées, afin donc qu'ils puissent faire leur travail. Parce que, je le dis, on a vu tout le débat qu'il y a eu autour de la suspension ou non d'un certain nombre de médias, mais si nous investissons surtout dans nos médias, évidemment, et si nous accordons une certaine importance à nos médias, ils feront le travail, les Burkinabés les écouteront et on évitera tout le temps que ce soit par dehors, à l'extérieur, donc que nos autorités nous informent sur un certain nombre de faits. Donc j'interpelle les autorités en charge de la communication de la primature de toutes nos institutions afin donc que la primeur de l'information soit donnée aux médias au niveau local avant donc d'aller le faire à l'extérieur. Interpellation dans cet avant-propos du juge Inoussa Ouedraogo. On vous écoute à présent, juge Geoffroy Vara. Oui, merci président. Mon avant-propos va concerner une affaire. On parle de Boubou Dioulasso avec le proviseur et l'intendant du lycée Ouezin Koulibaly. Et l'affaire est portée devant la justice. Derrière, il y a quand même le RENLA qui a fait un travail parce que c'est encore, quoi qu'on dise, des personnes qui ne sont pas coupables, mais il est question d'une somme de 22 millions qui aurait
permis je ne sais pas si c'est des placements ou quoi, en tout cas permis d'enrichissement par des intérêts de 329 097 francs. Et puis on parle aussi de récolte de frais pour une plateforme. On récolte 16 millions, la plateforme ne coûte en fait qu'1 million de francs CFA. En tout cas, ça permet de bien regarder dans la façon dont nos écoles sont gérées. Et puis, on se rappelle aussi du travail de Renlac, qui mettait évidemment le secteur de l'éducation comme étant celui-là aussi qui était maintenant corrompu. On était tous surpris de voir ça, mais je pense que les parents d'élèves, d'une façon ou d'une autre, commençaient à sentir qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément claires dans la façon dont les choses sont gérées. Je ne vais pas parler des histoires de APE et tout, quelques cotisations qu'on ne comprend pas, et puis même des dépenses qui ne nous sont pas vraiment expliquées. Donc, à l'intérieur, il y a beaucoup d'éléments. Et cette affaire-là vient, pour moi, donc, corroborer ce que le RENLAC avait sorti récemment comme ils ont stratification des services et autres les plus corrompus. Et on voit que l'enseignement y était. Donc, c'est une affaire qu'on va suivre. Et évidemment, si c'est vrai que ces personnes se sont rendues coupables de tout cela, elles auront donc à répondre. Et c'est aussi forcément un exemple. Et puis un genre de message envoyé à ceux qui pensent que on peut faire des choses et puis ça va rester impuni. Savoir qu'il y a des gens qui veillent, il y a des gens qui ne veulent pas que les choses se fassent comme ça parce que ce n'est pas normal. Et donc c'est un peu mon avant-propos de ce matin. C'est l'avant-propos du juge Geoffroy Vara. C'était la séquence avant-propos d'ailleurs des juges du tribunal de l'actualité. Aujourd'hui, nous parlons des questions de santé. Nous parlons précisément de la qualité des prestations dans les centres de santé publique à Ouagadougou. L'Observatoire d'analyse des problématiques éducationnelles et sociales a mené une étude sur cette question-là. Et notre convoqué du jour s'appelle Wenbe Yves Ouedraogo. Il est chargé d'études au niveau de cet observatoire. Je précise juste qu'il est aussi notre convoqué du jour, ingénieur statisticien. Il est titulaire d'un master en fouille de données, étudiant, c'est ça, en intelligence artificielle. Un master en statistique, option gestion des risques financiers. C'est ça. Et étudiant en master en fouille de données et intelligence artificielle. Et vous êtes également Yves Ouedraogo, président de l'association Share Your Medication. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet et vous avez donc mené cette étude qui a concerné 483 individus, dont 324 ménages et 159 patients et accompagnants. Alors, juge Geoffroy Vara, c'est une étude intéressante qui nous montre aussi comment les ménages, comment les patients sont reçus et sont traités dans nos centres de santé publics. Bon, j'aurais une première question. Pourquoi les services de santé? Bien, il y a une série à laquelle il faut s'attendre. Eh bien, ça a commencé avec d'autres secteurs. Pourquoi celui de la santé spécifiquement? Ok, merci Monsieur le Président Monsieur le Président du tribunal, chers juges, Mesdames et Messieurs, bonjour. Alors, la question qui m'a été posée est une question pertinente. Quel de savoir si et pourquoi nous avons choisi les services publics au détriment de d'autres services. Donc, pourquoi la santé et pas un autre domaine? Pourquoi vous avez choisi les services de santé publique, d'accord, mais pourquoi la santé? Pourquoi pas l'éducation? Pourquoi pas un autre corps social? Alors, il faut dire que l'Observatoire des problématiques éducationnelles et sociales au Burkina Faso mène plusieurs études dans plusieurs domaines. Et il faut dire que nous avons déjà fait une étude sur l'émancipation lors du 8 mars. Nous avons aussi fait une étude l'année passée, précisément dans le cadre de la santé. Et nous avons fait aussi une étude sur l'éducation. Et nous touchons à tous les volets, il faut le dire. Maintenant, nous sommes à la fin des activités de l'Observatoire. Et chaque année, qu'est-ce que nous faisons? Nous organisons une enquête sur la satisfaction des usagers des services publics dans le cadre du domaine de la santé. Alors, il faut dire que c'est en ce sens que nous sommes là ce matin. Et surtout, je pense qu'il y a de cela
quelques mois que nous avons mené une étude aussi sur les injustices et les inégalités. Alors, qui a été même diffusée par True TV et où on a eu quand même le plaisir de participer à une interview. Alors, pour dire que nous faisons des études dans tous les domaines, dans le domaine social, dans le domaine éducationnel, dans le domaine politique, dans le domaine du droit et tout ce où on peut apporter, où on peut porter la voix des Burkinabés, nous le faisons à travers ces différentes études que nous menons. À partir de ces études, cela permet aussi d'attirer l'opinion publique, cela permet aussi d'attirer aussi l'attention des autorités sur les questions qui reviennent un peu sur l'actualité. Étant entendu, comme je l'ai dit au début, que la santé, c'est notre bien le plus précieux, et il est important d'en cerner les contours, mais cet échantillon de 483 individus est-il, selon vous, représentatif? Il faut dire que l'échantillon est représentatif. Les gens ont du mal à voir qu'une telle population du Burkina Faso, on arrive à prendre, ou bien une population de Ouagadougou. Parce que vous êtes intéressé qu'à Ouagadougou. Que Ouagadougou. On arrive à s'intéresser quand même à un échantillon de 4-5 quelques. Alors, dans le domaine des... Ouagadougou, c'est presque 2 millions d'habitants. Tout à fait, mais dans le domaine des statistiques, le nombre n'est pas aussi important pour faire une étude, une extrapolation. Il y a des méthodes qui sont prédéfinies. D'abord, il y a la méthode de squat que nous avons utilisée, et cette méthode stipule que ça permet de calculer la taille de l'échantillon. C'est pas nous qui choisissons. On peut pas imaginer, on peut pas dire que comme le Burkina, le Ouagadougou fait 2 millions d'habitants, nous allons prendre 1 million pour faire une étude. Il y a des formules qui sont déjà là prédéfinies et déjà établies par des scientifiques dont nous servons pour pouvoir mener nos études. Idéalement, c'est d'avoir plus de nombres parce que plus tu as plus de nombres, plus d'enquêtés, plus ton étude est beaucoup plus fiable. Mais je le dis ça, mais cela ne veut pas dire que le nombre que quand vous calculez avec la formule de squat, c'est déjà défini, et à partir de ce moment, cela veut dire que l'échantillon que vous utilisez, l'échantillon est représentatif. L'échantillon est représentatif, et donc les résultats de cette étude sont fiables et donc doivent interpeller les pouvoirs publics. Ouais, juge Inoussa Ouedraogo. Dans votre étude, il ressort qu'un peu plus de 48% des populations de Ouagadougou estiment que la qualité des services la qualité, disons, est passable. Quels sont les éléments qu'ils mettent sur la table pour indiquer que c'est passable? D'abord, je voulais interpeller tout le monde et dire que comme nous sommes intéressés sur la qualité des prestations des services. Et nous avons analysé, nous sommes dit la qualité des prestations, d'abord qu'est-ce que les centres de santé offrent comme prestations. Il y a la consultation, il y a l'hospitalisation, il y a les produits de santé qu'on utilise dans les pharmacies, il y a aussi l'imagerie médicale. Quand on parle d'imagerie, il y a la radiographie, les scanners et échographie et tout autre. Et maintenant, quand on dit que les centres de santé, la qualité des prestations des centres de santé est passable, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Ce sont les populations qui ont dit. Nous avons interrogé la population à savoir qu'est-ce que vous pensez de la qualité de la consultation. Vous allez dans les centres de santé publics. Et nous sommes intéressés plus sur ceux qui vont dans les centres de santé publics. Parce que celui qui va dans un centre de santé privé ne peut pas savoir exactement ce qui se passe dans la consultation, ne peut pas savoir ce qui se passe dans d'autres aspects. Et c'est pour ça que vous avez vu que notre échantillon déjà prend en compte 2 éléments. D'abord, nous sommes allés vers les ménages pour échanger avec les ménages d'abord. Ensuite, nous sommes dit qu'il faut aussi affilier ceux qui sont les patients et accompagnants qui sont déjà dans les centres de santé. Nous allons vers eux directement pour voir si on peut confirmer l'étude qu'on a sur les ménages ou infirmiers. Donc, nous sommes partis sur un petit échantillon, mais l'échantillon était, quand nous avons calculé l'échantillon, nous sommes autour de 383 ménages à enquêter. Et là-bas, nous avons bien voulu structurer, prendre une partie pour, comment on va dire ça, pour les patients et accompagnants. Nous sommes rendus compte que si nous prenons une partie pour les patients accompagnants, on diminue déjà l'effectif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter dessus. Et il faut dire que cela aussi est fonction aussi des moyens financiers.
Voilà, plus vous avez aussi un modèle des moyens financiers beaucoup plus élevé, plus vous pouvez aussi aller au-delà de ce que vous avez déjà fait. Maintenant, quant à votre question, puisque je tenais quand même à revenir sur ces éléments avant de foncer maintenant sur votre question. D'abord, il y a plusieurs éléments que les ménages et les accompagnants ont regardés en ce qui concerne même la qualité des prestations. Et quand vous regardez la qualité des prestations, c'est comme je disais tantôt, il y a ce qu'on appelle, dans la qualité des prestations, il y a ce qu'on appelle la consultation, comme je le disais tout de suite, il y a l'hospitalisation. Nous posons des questions aux ménages ou bien aux accompagnants patients. Quand on dit accompagnant patient, ça veut dire c'est le patient qui n'a pas pu répondre parce que la gravité de la maladie, nous avons interrogé son accompagnant. Voilà, nous avons interrogé son patient, il était à côté et il sait ce qui s'est passé dans le centre de santé. Et quand on dit que c'est passable, d'abord, vous avez touché le mot passable, mais il y a aussi le mot avant passable. Nous avons utilisé un autre terme aussi que nous avons trouvé que c'était pas bien. Il y a d'autres qui ont trouvé que c'était pas bien. Il y a 6,48% des enquêtés qui jugent donc cette prestation-là mauvaise. Mauvaise, voilà. Et quand vous regardez 6, certains vont dire que c'est petit, mais 6,2 de 2 millions d'habitants, ça fait combien? Parce que si on veut extrapoler, 6,4 de 2 millions d'habitants, c'est beaucoup. Oui, mais je crois que la question du juge, c'est de mettre sur la table là, les éléments qui fondent l'appréciation des ménages, l'appréciation passable des ménages. Pourquoi les ménages ou pourquoi les patients jugent cette qualité-là passable? Oui, il y a les 6 et quelques pourcents qui la jugent mauvaise, mais globalement, on la juge passable. Passable, ça veut dire qu'on a à peu près la moyenne et que ça peut aller, il y a des choses à améliorer. Quels sont les arguments fournis par les ménages ou par les enquêtés pour dire que la qualité des prestations est passable? Je crois que c'est le sens de la question. Ah, d'accord. Alors, nous sommes attelés sur plusieurs points. Et quand on a interrogé les ménages ont fait ressortir certains éléments, notamment, vous avez l'insuffisance matérielle dans les centres de santé publics. Et lorsque vous allez dans les centres de santé publics, il y a ces centres de santé publics, lorsque vous arrivez, il y a des problèmes de matériel où parfois on va vous dire que le plateau technique est insuffisant, on va vous diriger vers un autre centre de santé. Et vous regardez déjà quand on vous dirige vers un autre centre de santé. Et généralement avec les ambulanciers, parfois si c'est un cas urgent, on ne va pas te dire va dans tel centre de santé. Va dans tel centre de santé. L'ambulancier tourne. Parce qu'on a eu déjà fait une étude auparavant, pas dans le cas de l'OPES, mais auparavant sur cet élément. Ça dégrade ici l'état de santé du patient. Vous avez déjà ce volet. Vous avez aussi le volet, pendant la consultation même, il arrive que certains agents de santé discutent avec tout agent de santé des longues discussions pendant que le patient est là. Ce qui n'est pas normal. Si on peut comprendre que c'est une discussion qui concerne le patient sur l'état de santé du patient, mais cela ne concerne pas l'état de santé du patient, mais d'autres idées ou d'autres discussions qui n'ont rien à voir. Et pendant une discussion privée, personnelle. Et pendant ce temps, il y a une longue file d'attente dehors qui sont en train d'attendre quand même que ce dernier qui est à l'intérieur puisse sortir et il puisse rentrer. Vous regardez bien ces centres de santé publics. Et quand vous arrivez en salle de consultation déjà, nous prenons déjà le volet consultation. Et pourquoi ils trouvent que c'est passage? C'est pourquoi ils trouvent que c'est passable. Vous arrivez déjà en salle de consultation et vous trouvez déjà que il y a déjà une longue file d'attente qui est là. Et le personnel soignant discute entre eux à l'intérieur, qui ne concerne même pas le patient, c'est-à-dire des causeries privées. Ensuite, on constate aussi que certaines personnes ont cette latitude de pouvoir, une question de discrimination. J'ai un de mes proches qui est arrivé et facilement, moi je suis venu par exemple à 6h du matin ou à 5h pour patienter et je vois 2 ou 3 personnes qui rentrent et qui ressortent, qui ont reçu, qui ont pu avoir les soins. Et tous ces éléments rentrent en ligne de compte de la qualité. Parce que quand on parle de qualité, il faut regarder déjà tous ces aspects. Et ce n'est pas seulement tout. Quand vous rentrez dans les centres de santé, vous constatez qu'il y a quand même de l'insuffisance de sang à la banque de sang. Beaucoup de personnes qui meurent parce qu'ils n'ont pas bénéficié de sang. Et ça, c'est un élément quand même qu'il faut regarder. Et donc, les ménages trouvent
que dans son ensemble, quand même, les prestations de services sont passables et qu'on peut améliorer, on peut aller au-dessus de ce qui est déjà fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai essayé de répondre. Si vous n'êtes pas convaincu, on peut... non, ça va. Environ 4% par contre estiment que 3,70, si mes chiffres sont bons, qui estiment que les prestations ne sont pas bonnes, sont mauvaises. Oui. Quels sont les arguments qu'ils vous ont avancés? D'abord, quand vous dites les 4, ça concerne quelle rubrique de la qualité? Parce que non, quand on regarde... Par rapport au personnel soignant. Voilà. Environ 3,70, environ 4%, c'est ça, estiment que ils ne sont pas bien reçus dans les centres de santé. C'est là que je demande quels sont les arguments qui sont avancés pour expliquer cette situation-là. D'accord. Quand on interrogeait les ménages et même les accompagnants patients, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine frustration envers certaines personnes. Parce qu'il ne faut pas dire que c'était tout le monde, avec certaines personnes. Et qu'est-ce qu'ils avançaient? Ils avançaient le fait de l'attitude des agents de santé. Il y a certains agents de santé qui, verbalement, étaient beaucoup plus agressifs envers d'abord l'accompagnant et ensuite, parfois même avec le patient lui-même. Vous êtes dans un centre de santé où vous êtes venu vous n'êtes pas venu parce que vous vouliez être là-bas. Vous êtes venu parce que vous êtes dans la nécessité, vous avez un besoin que vous voulez on satisfait ce besoin. Et vous arrivez dans ce centre de santé et que vous constatez comme ça que l'agent de santé d'abord ne vous accueille pas bien. Vous allez voir au niveau de l'accueil, il y a un certain nombre d'éléments que nous avons pu annoncer là-bas. Et d'abord l'attitude. Verbalement, les gens sont agressifs. Nous, on souhaiterait que lorsque vous échangez quand même avec les patients, parce qu'il y a la psychologie aussi quand on voit en sciences de la santé. Ce que je ne dis pas, moi aussi j'ai fait 3 ans en sciences de la santé, en pharmacie. Il y a la psychologie quand on voit en sens de la santé, ça nous permet quand même d'apprécier un certain nombre d'éléments. Quand bien même que le patient est devant vous, vous devez savoir quel langage il faut adopter. Même si vous trouvez que l'accompagnant quand même est un peu difficile ou un peu dur, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a certains accompagnants qui ne sont pas faciles, sont un peu durs, mais vous devez comprendre que ce dernier est là pas parce qu'il veut être là. Vous devez comprendre toutes sortes d'attitudes. Et cela vous permet quand même, quand vous ressortez de là, vous allez voir que quelle que soit l'humeur ou quelle que soit la réaction que le patient ou l'accompagnant a eu, vous allez voir que quand il va ressortir, il va trouver que, effectivement, malgré tout ce que j'ai fait, je constate qu'il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu d'agressivité. Vous avez même remarqué qu'il y a eu peut-être, il y a de ces témoignages qui sont sortis où on disait parfois que, parfois, l'accès même d'abord même au centre de santé, l'accès d'abord à l'intérieur. Je dis, quand vous êtes déjà, ça concerne 2 CHU spécifiquement, notamment Bogotogo et le CHU Yalgado. Quand vous arrivez déjà au portail, vous constatez déjà une longue file d'attente. Et d'abord même là-bas, même l'agressivité au niveau même des agents, des vigiles, qui vous empêchent même d'avoir accès. Nous comprenons que on peut empêcher quelqu'un d'avoir accès à l'intérieur. Si la personne est accompagnée, je prends par exemple, il est venu 3 accompagnants, 2 accompagnants, mais quelqu'un qui souffre, qui a besoin d'avoir la santé, et vous êtes au niveau de la porte, d'abord même le rang, si tu dépasses quand tu viens, tu dis qu'il y a une question de maladie, on te dit retourne, va derrière. Tu es là, tu vas attendre qu'il discute avec tous ces éléments-là, avant que toi, on ne puisse discuter, toi, pour voir si on va te laisser rentrer, ou on ne va pas te laisser rentrer. Vous voyez, tout ça c'est pathétique, c'est des choses qu'il faut revoir parce que ça dégrade l'état de santé de la personne. Pourquoi il faut avoir une prise, il faut quand même avoir, il faut quand même prendre vite le patient, c'est pour éviter que l'état de santé du patient soit dégradé. Voilà. Donc nous interpellons les agents de santé à faire beaucoup attention envers les ménages et envers les patients. Et surtout les patients et les accompagnants.
C'est très important. C'est très important, dites-vous. Le tribunal de l'actualité reçoit aujourd'hui Yves Ouedraogo, il est chargé d'études à l'OPES. L'OPES, c'est l'Observatoire d'analyse des problématiques éducationnelles et sociales. Et c'est lui qui est notre convoqué de ce jour et nous parlons justement de la qualité des prestations dans les centres de santé publics. Si on comprend bien, M. Ouedraogo, votre étude n'a concerné que les ménages et que les individus, vous n'avez donc pas interrogé les agents de santé, donc c'est la perception des individus par rapport à la qualité des prestations qui leur sont servies dans ces centres de santé publique. Geoffroy Vara. Oui, merci. En même temps, quand on regarde les personnes que vous avez qui ont accepté donc de répondre, je pense qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Le premier type, c'est les commerçants. Après viennent, je pense, les étudiants et tout. Mais qu'est-ce qui explique? Il y a eu des réticences, par exemple, chez les femmes à peut-être s'ouvrir, ou bien parce qu'on sait qu'on a plus de femmes que d'hommes au Burkina. Et puis bon, quand on va dans les services de santé, très souvent, quand on parle d'accompagnants, c'est souvent les dames. Maintenant, nous tous, au même titre, on tombe aussi malade. Donc voilà, quand j'ai regardé ça, par exemple, ça m'a parlé. Est-ce que c'était moins incline à s'ouvrir, à parler, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Concernant cette question, merci de l'avoir posée. Il faut dire que c'est d'abord, on parle de la méthode. C'est une méthode aléatoire. D'accord. Vous comprenez? C'est une méthode d'abord aléatoire que nous avons eue. Et maintenant, quand vous regardez les chiffres, vous allez voir que même le ratio, c'est autour de 1,10, c'est pas trop. L'écart entre les hommes et les femmes ne sont pas... Ça doit être 1,08, voilà, mais il y a plus d'hommes que de femmes en tout cas. Plus d'hommes que de femmes. Oui, mais l'écart n'est pas quand même trop significatif entre les deux. Et nous sommes aussi conscients qu'au Burkina Faso, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Ça, c'est évident. Et quand vous regardez, le ratio aussi n'est pas aussi trop élevé. Voilà, en termes de le ratio n'est pas trop élevé. Sur ce point, ce que nous pouvons dire, d'abord, nous pouvons dire que ça peut être c'est dû d'abord à la méthode qui était aléatoire. D'abord, parce que si on avait pris par exemple la méthode des quotas, oui, ça c'est une autre méthode. Si on avait pris la méthode des quotas, on allait suivre les exigences de la méthode des quotas. Je viens à la question. Vous allez suivre les exigences de la méthode des quotas. Quand on prend la méthode des quotas, par exemple, cela stipule que quoi? Vous regardez la population et vous essayez de reproduire exactement la population sur votre échantillon. C'est-à-dire la population en miniature. La population en miniature. Ça, c'est la méthode des quotas. On se comprend. Quand vous prenez la méthode aléatoire, ça dit qu'on peut, c'est pas une obligation. Quand je dis on peut, c'est pour dire que on peut essayer de prendre des éléments de la méthode quota pour essayer d'adapter aussi à la méthode aléatoire. Mais tout ce qu'on fait, la méthode aléatoire, c'est l'individu ou l'enquêté qui est face maintenant, l'enquêteur qui est face maintenant à l'enquêté. Est-ce qu'on se comprend? Et pour cela, il y a aussi des refus de coopération. Parce que ça concernait des ménages d'abord. Quand vous regardez les ménages, ça concernait les ménages. Et quand vous rentrez par exemple dans certaines cours, il y a des personnes qui vont vous dire que voilà, vous n'avez pas eu un exemple. Est-ce que vous avez l'autorisation du ministère de la Santé pour venir faire une telle étude? Nous déposons les autorisations. On ne nous répond pas. Est-ce que nous devons attendre qu'on nous réponde avant de mener une étude? Non. Nous sommes dit dans l'Observatoire des problématiques éducationnelles et sociales que rien ne pourra nous arrêter. Même si on ne nous donne pas une autorisation, avec les moyens de bord et avec les stratégies, on verra comment est-ce qu'on peut faire pour avoir l'information. Parce que parfois aussi, quand on regarde le thème et que vous déposez quelque chose, certains, parfois, ne veulent pas vous donner ces autres expressément, parce que si vous déposez, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne vous répond pas, vous relancez, on ne vous répond pas, c'est qu'il y a un problème. Maintenant,
ce que je peux donner comme réponse en ce qui concerne maintenant le fait que ça soit plus d'hommes que de femmes, c'est dû au refus de coopération. Et c'est dû aussi, et c'est dû aussi à ce que vous avez trouvé en ce qui concerne dans les centres de santé privés et publics. Vous pouvez arriver, comme c'est la méthode aléatoire, vous pouvez arriver dans les centres de santé publics et ce sont des jours. Peut-être que cette semaine, il y a peut-être trop de femmes qui sont venues se faire consulter. On se comprend. Dès qu'après, trop de femmes sont venues se faire consulter. Et c'était peut-être assez d'hommes qui étaient là pendant la semaine, puis ça concernait toute une semaine, du lundi au samedi. Donc, pendant cette semaine, peut-être qu'on n'a pas eu assez de personnes qui sont venues faire consulter, assez de femmes qui sont venues se faire consulter. Donc, cela peut s'expliquer aussi en ce sens. Ajouter à cela, donc, les femmes qui ne disent pas, qui refusent de répondre à vos questions. Oui, j'ai retrouvé le ratio, c'est 1.2. Je l'ai dit parce que après, on est en statistique aussi, donc ça permet aussi d'avoir un regard sur les résultats que vous avez. Vous êtes sur un domaine qui est assez sensible, mais je dis, quand je regarde les enquêtés, ça me parle, parce que ceux qui sont demandeurs des services de santé, c'est ceux qui en ont besoin, qui sont malades ou qui, dans leur cycle de vie, ils vont naturellement. Quand je prends le cas des femmes, enceinte, elle y va. L'homme malade, il y va. Donc je veux dire que comment on appelle ça, la périodicité des fréquentations, elle est plus forcément naturelle chez la femme, plus élevée que chez l'homme. Ça, c'est un point du fait de cette réalité-là. Deuxièmement, d'un point de vue sociologique et sociétal, lorsqu'on a quelqu'un chez nous qui est malade, la personne qui reste à l'hôpital, très souvent, c'est les femmes. Je veux dire que les questions que vous posez sur la perception, les femmes sont plus indiquées, naturellement. Maintenant, quand je regarde le travail qui a été fait, je me retrouve avec plus d'hommes. Voilà pourquoi je me suis demandé, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un problème? Vous avez dit, parce que c'est comme ça le principe de l'enquête. Il faut d'abord qu'il y ait l'adhésion. Et puis qu'il y ait les réponses. Si on n'adhère pas, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que je posais la question pour voir si c'est parce que vous vous êtes heurté, peut-être pour la plupart du temps, à ce que au fait que bon, peut-être là, c'était un peu plus coincé avec les femmes, ou bien c'est les hommes qui décident de répondre à la place, parce que quand vous arrivez dans un médaille en tant que chef de famille, ils préfèrent répondre. La dame peut-être qui est au courant de tout, elle est assise à côté, et elle avait même peut-être plus d'anecdotes à vous donner. Voilà pourquoi je dis ça peut impacter, mais on relativise toujours. L'essentiel c'est qu'on a des éléments, on va y aller. Et pour aller dans le détail sur ce que vous donnez aussi, il y a d'autres choses qui sont quand même assez intéressantes. C'est sur la question des coûts. Il trouve que généralement les coûts, c'est-à-dire que quand vous allez pour les consultations et autres, il n'y a pas de problème. Mais quand on va dans les histoires d'examen et autres là, ça commence à devenir plus compliqué. Et il demande que les coûts soient revus à la baisse. Ça c'est bien. Mais en matière de santé aussi, on sait que ce qui coûte cher, c'est des examens. Parce que ça demande aussi autre chose et tout. Mais ça, par exemple, comment vous comptez faire répercuter cela? Ça, c'est une première question. Il y a un deuxième élément que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que quand on arrive à l'hôpital, on a l'impression qu'il y a quand même une bonne partie des demandeurs de services de santé qui ne reconnaissent pas qui est médecin-chef, qui est ceci, qui est cela, alors qu'ils devraient avoir quand même, on devrait peut-être être sensibilisé sur quand vous le regardez, lui il doit être ceci, mais il doit être cela. Et puis tout le monde se plaît aussi à se faire appeler docteur à l'hôpital. Ça, on l'a vraiment remarqué, vous mettez un point là-dessus. Donc ces petites questions par exemple, que l'enquête soulève, comment vous, parce que je pense que la pertinence c'est que ça puisse avoir un impact. Comment vous comptez donner une suite à ça? Ok, en ce qui concerne la question sur les examens, il faut dire que c'est comme vous venez de le dire, c'est une perception, c'est ce que les gens trouvent. Parce que quand vous regardez le prix de la consultation, quand vous êtes en titre CSPS, CM, vous êtes autour de 200-300 francs. C'est quand même très faible. Bon, pour certaines personnes, pour certaines classes, c'est accessible. Et je pense que c'est subventionné. Et il y a aussi la gratuité aussi qui vient aussi aider. Et quand on remonte un peu au niveau des salles d'hospitalisation, on voit qu'au type CSPS, c'est autour de 300 aussi, 400, 500. Ça dépend des centres de santé. Voilà. Mais ça, je parle des CSPS et CM. Mais quand vous rentrez au CHU, vous êtes autour de 2000 francs en termes de consultation et en termes d'hospitalisation, vous êtes autour de 1000 francs. 1000 francs CFA. Mais quand on arrive au niveau
des examens des imageries, vous voyez que là-bas, on constate que le prix devient beaucoup plus élevé. Okay. Et c'est dû à une certaine charge, peut-être liée à l'appareil. D'abord même à l'appareil, à certaines charges aussi sont liées à cela. Alors, quand les ménages trouvent cher, c'est par rapport aussi à leur revenu. Parce que si moi j'ai un revenu parce que quand nous avons analysé, nous avons compris que c'est dû au revenu. Et nous avons justifié comme ça que c'est dû aux moyens financiers. Aux moyens financiers. Et ça, c'est leur perception. Nous venons donner l'information. Que voici ce que les ménages pensent. Et ils disent des examens. Alors, donc, si les ménages nous donnent l'information que ça coûte cher, c'est que c'est par rapport aux revenus qu'ils gagnent, qu'ils trouvent que c'est encore cher. Soit, en économie, c'est quoi? Soit on augmente les revenus, ou soit on essaie quand même de subventionner aussi au niveau de l'imagerie pour que ça devienne encore moins coûteux, pour que ça soit un peu accessible au centre de santé. Et c'est sur cette base que nous sommes. Nous sommes en train de montrer déjà à l'autorité ce que les gens pensent du coût qui est déjà mis. Nous ne rentrons pas déjà à l'intérieur en ce qui concerne d'abord les examens pour dire que, en principe, nous avons déjà fait parce que ça, il faut faire une étude. C'est ça. Il faut faire une étude aussi à part pour voir est-ce que c'est faisable le fait de diminuer un coût ou de laisser le coût. Mais nous donnons déjà l'information à l'autorité et qu'ils puissent comprendre déjà ce que l'individu pense, ce que l'usager pense. Et en plus de cela, quand ils trouvent que c'est cher, il y a le fait aussi qu'on leur demande, à chaque moment que vous allez dans un centre de santé public, on va vous référer, on va vous dire, soit le scanner est en panne, allez dans tel hôpital. Ça devient encore beaucoup plus coûteux. Parce que vous quittez maintenant dans le service public, vous allez maintenant dans le service privé. Et dans le service privé, c'est encore plus cher. Et qu'est-ce que le ménage va penser? Le ménage pense. Il pense encore que c'est cher. Parce que lui-même, dans la tête psychologiquement, ce qu'il sort, ce qu'il fait sortir. Et c'est pour ça que nous voulons mettre encore un point d'honneur, attirer aussi les autorités à avoir un plan de maintenance sur ces différents appareils. Peut-être qu'il y a déjà un plan de maintenance, mais c'est peut-être de voir dans quelle mesure il faut vraiment accentuer la stratégie sur la maintenance ou l'acquisition de nouveaux matériels. Je pense que ça fait partie de nos recommandations que nous avons faites vers la fin. Voilà. Parce que si vous arrivez et qu'on vous dit que le scanner est gâté, ça veut dire qu'il y a un seul scanner. Vous comprenez? On ne peut pas vous dire que simultanément 2 scanners sont gâtés ou 3 scanners sont gâtés dans un centre et qu'en moins de combien de temps ou bien en moins d'1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, il y a des experts qui sont déjà là. Ceux qui ont monté les trucs sont au Burkina Faso. C'est qu'il y a un problème, soit une mauvaise volonté pour attirer beaucoup plus, pour envoyer beaucoup plus de gens vers le privé. Pourtant, on comprend que du point de vue financier, au Burkina Faso, les salaires ne sont pas assez élevés pour qu'on puisse, je pense de façon générale, pour qu'on puisse avoir cette latitude. Et quand vous voyez le taux de pauvreté au Burkina Faso est élevé, pour que les gens puissent avoir accès, par exemple, à l'imagerie. Voilà, donc ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que nous portons la voix du public vers les autorités. Nous n'avons pas fait une étude technique pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut diminuer ce coût, quelle stratégie il faut mettre pour diminuer ce coût, pour ne pas que ça impacte sur lui, comment il faut augmenter. Mais ça peut faire aussi l'objet d'une étude. Mais ça peut interpeller aussi l'autorité à voir quelle étude on peut faire pour essayer de diminuer peut-être ces coûts. Voilà. Je crois qu'en filigrane, la question du juge, c'est également qu'est-ce qu'on fait finalement de cette étude. Vous portez la voix des personnes que vous avez enquêtées, c'est vrai. Vous avez fait un certain nombre de recommandations. Ces recommandations-là sont portées à qui? Et qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous sentez que les choses vont bouger dans un sens positif? Ça ne serait que de l'encre noire sur du papier si justement ces recommandations ne sont pas traduites en action. Je crois que c'est aussi ça que sous-tend la question du juge.
Maintenant, bon, il y a répondu plus ou moins. Mais quand on regarde, ce que je veux savoir encore pour être un peu plus croustillant, parce que l'on n'est pas dans l'intérieur de l'enquête, il y a beaucoup de ressentis que beaucoup de Burkinabés vont partager quand ils lisent, par exemple, sur certaines satisfactions. Vous savez, quand on arrive souvent dans les salles d'hospitalisation, on se rend compte que pour ce qui est de la mauvaise qualité, il y a 24% qui en parlent. La question de l'attitude des agents de santé, 21%. La qualité de l'accueil, 17,59%, qui disent que c'est mauvais. Donc, quand on regarde, c'est quand même épinglé certaines égalités. Et il y a le retard des agents de santé, surtout des spécialistes, l'agressivité verbale des agents de santé envers les patients, particulièrement les infirmiers et les médecins généralistes, les longues causeries entre le personnel soignant en présence du patient, la lenteur de la prise en charge. Ça, c'est des éléments clairs comme ça que vous avez ressortis. Vous avez eu par moment des anecdotes qui ont été partagées. Vous avez eu des retours d'anecdotes vraiment frappantes sur ce chapitre-là. Oui, il faut le dire que nous avons quand même pas mal nous avons eu des informations. Et il faut dire, en plus de cela, nous avons aussi fait une enquête par observation. C'est-à-dire, après avoir fini d'analyser le document, c'est pas nous qui avons collecté les données. Nous avons mis une équipe à notre sein pour collecter les données. Donc nous sommes demandés. Quand nous avons analysé les données, nous avons vu, on dit, mais tout ça, ça ressort, mais comment il faut faire? Est-ce que c'est vrai? Donc nous sommes rendus peut-être dans les centres de santé publics. C'est vrai que nous n'avons pas fait tous les centres de santé publics, mais nous avons essayé quand même par observation, regarder un peu sur certains éléments qu'on ne peut pas voir immédiatement parce que c'est fait de façon spontanée. Et voilà. Mais il y a certains éléments, par exemple sur l'accueil, sur comment on appelle ça, la propriété, sur certaines zones, sur la longue file d'attente et autres. Donc ce sont des éléments que nous avons pu observer et nous ont dit, tiens bon, effectivement ce qui ressort, ce que nous avons vu aussi quand nous sommes allés sur le terrain. Maintenant, quand vous prenez de façon pratique, il y a certains ménages qui trouvent qui ont été verbalement agressés, qui ont porté l'information et nous avons reçu l'information. Par exemple, tu arrives, on ne va pas parler sur les femmes, parce que les femmes, elles disent beaucoup plus lors de l'accouchement, les agents de santé crient sur elles, oui, il faut pousser, il faut faire certaines, on les tape, voilà, il faut aller vite, ne pas que l'enfant. Bon, on peut dire que c'est une méthode aussi, voilà, on peut dire que c'est une méthode aussi qu'ils ont employée pour pouvoir faciliter aussi l'accouchement, parce que certaines personnes qui ont besoin qu'on aille un peu plus, voilà, il faut qu'on soit beaucoup plus dur, vous voyez un peu, il faut qu'on soit un peu plus dur. Mais nous ne sommes pas rentrés dans ce volet, parce que si on est dans ce volet, mais j'ai bien voulu faire ressortir pour ne pas que les téléspectateurs pensent que ça fait l'allusion seulement aux femmes dans l'accouchement, où on crie, où on fait. Mais il y a des personnes qui vont, par exemple, pour une consultation où peut-être dès qu'ils arrivent dans le centre de santé, d'abord, ils sont mal accueillis. Quand ils saluent, on a du mal même à les répondre. On leur donne du mal même à les répondre. Quand ils tapent, on dit pourquoi tu tapes fort comme ça? Ici, c'est pas un marché. Vous voyez déjà. Parce qu'il peut arriver que tu as tapé une fois. Tu n'as pas entendu une réponse pour une ouverture. Bon, tu tapes encore, quand tu ouvres, on te dit, mais c'est quoi ça là? Pourquoi vous rentrez comme si vous êtes un marché? Vous voyez ça déjà, ce sont des informations tangibles qui peuvent tiquer, par exemple, le patient ou la compagne dit, mais attends, je ne suis pas là quand même pour m'amuser ou bien pour quelque chose. Mais déjà, j'arrive déjà, regarde le comportement qu'on a envers ma personne ou bien envers mon épouse, ou bien il y a certaines personnes qui n'acceptent pas ce qu'on crie sur leur épouse, mais qui n'acceptent pas qu'il y ait telle réaction spontanée comme ça, ils ne s'attendent pas à ça. Et lorsque ça arrive, ça peut dégénérer parce que la personne peut répondre. Ce n'est pas tout le monde qui est tempérant. La personne peut répondre. Il y a cela que nous avons eu comme information aussi, comme retour. Et vous avez aussi, lorsque le patient est hospitalisé, l'accompagnant est là, vous avez qu'on prescrit plusieurs produits. On va te faire une ordonnance. On te fait l'ordonnance, il va, il achète. Il revient encore, un autre vient, il ausculte, il fait encore une ordonnance.
Donc, vous voyez que l'accompagnant maintenant, en fonction de son âge, il commence à savoir que ça devient difficile et ça devient dur. Et quand il va payer, il se rend compte que parfois, ce sont pratiquement peut-être les mêmes produits que l'autre n'a même pas regardé, l'autre ordonnance. Vous voyez un peu, il n'a pas regardé l'autre ordonnance et il est venu prescrire encore presque les mêmes produits que ce dernier. Que la précédente. Vous voyez. Et quand l'accompagnant se rend compte et qu'il regarde, il va demander maintenant au médecin, mais je ne comprends pas, on m'a prescrit ceci, je vois encore on me prescrit ça. Est-ce que vous pensez que... Et on constate maintenant que l'agent de santé est énervé parce qu'il pense que le patient, l'accompagnant en réalité, est venu mettre en péril sa connaissance ou bien un certain nombre d'éléments. Et ce sont des discussions comme ça qu'ils ont qui ne plaisent pas à la population. Et même dans le tuer, je pense que peut-être que ce n'est pas ressorti de façon explicite, mais c'est ressorti dans notre enquête parce qu'il faut dire que c'est plusieurs questions que nous avons posées pour ne pas rendre l'étude longue. Nous avons essayé de prendre les plus importants. Mais comme nous sommes là présents au niveau du tribunal, il est important aussi qu'on vous dise ce qui s'est passé aussi. Et quand vous regardez, quand vous entendez ce que le patient, le patient ou l'usager affirme, ce qu'il dit, c'est qu'il est mécontent parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'au sein même des agents de santé, il ne peut pas s'entendre et il n'y a pas une question de suivi des ordonnances, surtout des patients. Parce que quand on vient, s'il y a très peu d'agents de santé qui vont te demander est-ce qu'on vous a prescrit déjà un certain nombre d'éléments et est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut ajouter, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas encore intégrer dans l'ordonnance, pour ne pas que ça gonfle quand même le coût, ou bien pour ne pas que ça se répète. Donc il y a un certain nombre d'éléments que nous avons essayé de mettre en valeur, et la longue file d'attente, ça nous avons déjà en discuté, l'agressivité, nous avons donné déjà quelques éléments, il y a plusieurs éléments, et quand on regarde encore les chambres d'hospitalisation, vous avez les lits des hôpitaux. Quand vous rentrez par exemple dans les CHU comme Bogotogo, vous rentrez dans les CHU comme Yagado, en traumatologie, quand vous entrez en traumatologie Yagado, vous allez voir les patients qui se promènent même avec les perfuseurs, qui sont assis parce qu'il n'y a pas de place. Comment il faut faire pour résoudre ce problème de place? Les médecins ont du mal à avoir accès même à quelqu'un qui est déjà à l'intérieur au fond. Il faut escalader comme ça les malades pour arriver au bout, pour essayer d'ausculter, même pour regarder l'état de santé. Vous-même, vous le constatez, peut-être que vous l'avez peut-être constaté, vous l'avez peut-être vu dans ces centres de santé. Et les ménages, ou bien, comment on va dire, les usagers sont quand même, ils ne sont pas contents du fait qu'on puisse envoyer son patient et il se retrouve à terre sur une natte, qui va acheter une natte, il vient mettre ça à terre. C'est vrai qu'on a quand même un problème de place. Mais ce que nous proposons ici, la COVID-19 est venue nous montrer ici que nous devons avoir plusieurs centres de santé publics. Ça, c'est impératif. Et pourquoi jusqu'à présent, on ne peut pas envisager ou mettre en place des centres de santé publics de grande envergure, de grands centres de santé qui vont quand même abriter ou qui vont avoir des salles vraiment adaptées, des grandes salles qui pourront vraiment aider la population. Puisque eux-mêmes, si nous tombons malades aujourd'hui, c'est d'abord nous-mêmes. Parce qu'en avait la Covid, les Blancs ont interdit certaines personnes de venir là-bas parce qu'il y avait une insuffisance. Une anecdote, par exemple. Le président de l'association m'a appelé et dit que tu sais qu'au Canada, on ne veut pas faire une comparaison, mais ce sont des exemples qu'on peut prendre. Il dit les sondages au Canada, quand on fait un sondage et quand on publie, que les médias publient, dès que ça arrive au niveau comment ça s'appelle, l'opinion politique, dès que les autorités prennent conscience et qu'on poste pendant un certain moment qu'ils voient que c'est vraiment regardant, on commence maintenant automatiquement à changer les mesures. Il a pris l'exemple sur la COVID-19, il y avait un problème de place dans les hôpitaux, il y a eu un sondage qui est venu, qui a montré qu'il y a un problème de place, 1 semaine, 2 semaines de tapage sur ces éléments. Il dit en 1 mois, 2 mois, ils ont essayé quand même de construire des hôpitaux pour essayer. Oui, on peut dire qu'ils ont des moyens. Mais pourquoi chez nous, c'est pas qu'on n'a pas de moyens. C'est une mauvaise volonté. Moi, je pense que c'est une mauvaise volonté. Non, c'est pas qu'on n'a pas de moyens. C'est une mauvaise volonté.
On va peut-être terminer avec Inoussa Ouedraogo. Vous êtes encore sur la même question? Non, est-ce que... Parce que quand on dit les médecins et tout, ils travaillent dans des conditions qu'ils n'inventent pas. Hein. Ils viennent offrir leurs connaissances, mais dans un contexte. Dans des choses qui ont été prévues pour eux. Mais est-ce que les ménages que vous avez entendus, ils comprennent quelquefois aussi la douleur qui peut être celle des médecins, parce qu'on ne fait pas des études poussées comme ça, puis venir s'asseoir, regarder quelqu'un, on connaît la solution, mais il n'y a pas le matériel pour, mais il n'y a pas les éléments pour ça aussi, c'est vraiment pas simple. Est-ce qu'ils comprennent quelquefois aussi l'inconfort aussi de ceux qui les reçoivent? Et tout à fait, vous allez voir même dans l'étude, il y a certaines personnes qui sont... vous allez voir que quand on parle de mauvaise qualité, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui trouvent quand même que ça va. Pourquoi ils trouvent que ça va? Parce qu'ils regardent aussi ce qu'on offre au centre de santé. Et c'est ça qu'ils regardent. Et ils disent que non, bon, ça peut aller. Vous voyez pourquoi on a un nombre passable. Passable, c'est beaucoup parce que quand on parle de passable, c'est la note, c'est entre 10 et 11. Vous voyez un peu. C'est pour dire quoi? Que ça va, qu'il y a des efforts quand même. On constate que voilà, le Burkina Faso, tout le monde met en tête que le Burkina Faso était un pays pauvre et que bon, avec ce qu'on a, oui, ça peut nous aider. Mais nous, quand nous faisons les études, nous, on ne s'attarde pas beaucoup sur ce qui est bon. C'est vrai qu'on peut mettre en avant ce qui est bon, mais on s'attarde sur ce qu'on peut améliorer. C'est cela. Parce que si on veut s'attarder sur ce qui est bon, on va dire, bon, de toutes les façons, l'étude a montré que ce que nous avons fait, bon, il y a 40% qui sont satisfaits, sont contents, donc je pense que 40% c'est beaucoup. Mais on s'attarde aussi sur ceux qui n'ont pas. Et excusez, je pourrais revenir sur un élément que peut-être j'ai oublié, c'est l'accès aux spécialistes. On constate aussi, et vous allez voir que le taux est élevé, nous sommes autour de 75% de ménages qui trouvent qu'ils ont un accès difficile, 70% aux spécialistes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Parce que quand on parle d'accessibilité, c'est pas le fait de savoir que oui, il y a un service qui est là, et il y a un professeur ou bien il y a un spécialiste qui doit par exemple prendre en charge les patients. Mais c'est pour ça que nous avons parlé de suivi des agents de santé. On ne peut pas avoir un spécialiste qui vient à 11 heures pour prendre 4 patients ou 5 patients et retourner. Pourtant, nous savons que nous sommes dans un service public où il faut venir à 4 heures du matin pour avoir la place. Déjà, c'est sur rendez-vous pour avoir la place. Vous venez à 4 heures du matin, à 8 heures en principe, le spécialiste doit être là. On peut comprendre qu'il y a un imprévu, un jour, 2 jours, mais quand c'est récurrent, ça attire quand même l'attention. On va vous dire, le spécialiste n'est pas présentement là, il ne peut pas consulter à présent parce qu'il n'est pas là. Mais il est où? On le retrouve, on dit si vous voulez l'avoir, partez dans telle clinique. Ou bien. Et ça aussi, ça pose un problème pour la qualité des prestations dans les centres de santé publique. Oui, Inoussa Ouedraogo, pour terminer cette audience. Oui, ma question était relative justement aux 70% de Burkinabés, de Ouagalais, disons, qui n'ont pas accès aux spécialistes. On sait que de façon empirique, on a toujours pensé que c'est parce qu'on a très peu de spécialistes. On pourrait également penser au fait que tout le monde n'a pas accès à ces gens parce qu'ils sont certainement dans des privés. Mais est-ce que vous avez pu percevoir les raisons pour lesquelles on n'a pas accès à ces spécialistes-là, au-delà des récriminations que nous avons, au-delà du constat qui est fait, pourquoi on n'a pas accès à eux? En une minute. Ok, alors nous avons soulevé un problème, c'est d'abord l'insuffisance aussi de spécialistes. Bon, nous avons soulevé ce problème parce que nous sommes dit que si les gens ont du mal à avoir accès aux spécialistes, c'est que sûrement il y a un problème. Il y a une insuffisance déjà de spécialistes. Ils ne sont pas nombreux pour la quantité de patients qu'on peut avoir. Et en même temps, on se rend compte qu'on peut tolérer ça, puisqu'on peut aider dans ce sens, mais on se rend compte aussi que les spécialistes qui sont disponibles ne viennent pas à l'heure pour pouvoir déjà prendre. Parce que s'ils viennent à l'heure, on peut déjà dire qu'ils vont prendre un grand nombre de patients, mais ils ne viennent pas à l'heure. Il faut résoudre ce problème d'abord, ensuite, et voir comment est-ce qu'il faut déjà peut-être permettre des bourses pour certaines personnes, des étudiants et autres, dans des cadres, dans des spécialités où on sent qu'il y a beaucoup de personnes, et de telle sorte à ce que on puisse délocaliser, avoir plusieurs types de services pour éviter un seul rang que c'est un spécialiste qu'on rencontre
À l'hôpital, dans un CHU, en ophtalmo, on vient rencontrer un seul ce jour, demain c'est un autre. On pourrait ouvrir peut-être on va pas dire deux guichets, mais 2 salles de consultation avec 2 spécialistes. Un vient, il consulte, ce sont les mêmes heures à partir de 8 heures. C'est faisable. Maintenant, peut-être ça va augmenter aussi les charges de l'État, mais de toutes les façons, c'est pour la qualité. La prestation, c'est pour aider aussi la population. Je pense que tout ce qui va pour aider la population, il faut miser. Il faut regarder ces questions de qualité des prestations dans les centres de santé publique. La santé, il faut le redire, c'est notre bien le plus précieux. Cela concerne tout le monde, cela concerne chacun d'entre nous. Sans doute qu'on reviendra sur d'autres aspects de la question sanitaire, et c'est déjà la fin de cette 3e audience du tribunal de l'actualité pour la semaine. Une audience qui a été consacrée, vous l'avez suivi, aux prestations dans les centres de santé publique avec Wendbe Yves Ouedraogo, il est chargé d'études à l'OPES, l'Observatoire d'analyse des problématiques éducationnelles et sociales. Merci d'avoir honoré notre convocation. Et merci aux juges qui ont siégé aujourd'hui. Geoffroy, merci. Merci à Inoussa Ouedraogo. Merci. Et merci également aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Prenez soin de vous en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, même heure, même antenne, pour une nouvelle audience avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.